Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. En 1910, Aldo Gozzi était le luthier le plus réputé de New York. Tout enfant, venu de Crémone avec son père, il lui avait succédé. Et les virtuoses les plus réputés, les collectionneurs les plus fastueux, défilaient dans son magasin situé au premier étage du 23 de la 14e rue. Cet après-midi-là, il était 4 heures, John Scatters, un de ses employés, monta l'escalier d'un pas hésitant. Vous dérangez pas. C'est toi, John? Oui. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu butes dans les chaises, maintenant? Ah bah, tu as dû drôlement l'arroser, ton déjeuner de famille. J'ai bu que de l'eau. Oui, on va que tu dis. Tu sais que le patron est furieux? Il a demandé après moi? Oh oui, à 2h30. Et quand il a vu que t'étais pas là, il s'est fichu dans une rogne terrible, hein? Mais qu'est-ce qu'il a raconté? Que les déjeuners de famille, ça se faisait le dimanche et pas la semaine, qu'il t'avait refusé l'autorisation de rentrer plus tard, et que tu te payais sa tête et que ça n'allait pas se passer comme ça, etc. Mais descends le voir, il t'attend. Il me casse les pieds, j'irai pas. Allez, si, descends, quoi, il veut te foutre à la porte, quoi, et essaie d'arranger ça. On me foutre à la porte parce que je suis en retard. Enfin, moi qui travaille ici depuis 10 ans, mais il est cinglé. Oh oui, oh ben moi, mon petit, hein, j'avais 25 ans. S'il fallait que je compte les fois que j'ai eu envie de lui tordre le cou... On n'est pas des esclaves tout de même. Enfin, est-ce que c'est ma faute à moi si mon cousin de Philadelphie a voulu me présenter sa femme en passant par New York? Ouais, bon, enfin, ça... On n'a pas pu combiner un autre déjeuner. Et puis après, hein? Vous étiez là, monsieur Squibb. On n'a pas vendu un violon de moins pour ça. Ouais, bien sûr. Écoute-moi la sonorité de celui-là. C'est beau, ça, hein? Ah oui. Hein? Tiens, un violon comme ça console de tout. Pour moi, cet instrument-là, tu vois, a été fabriqué entre 1700 et 1750. Ouais. Tu crois pas? Hein, c'est un client qui vient de l'apporter pour qu'elle pète ton expertise. Bon, allez, viens, je descends avec toi, on va essayer de le calmer. Hein? Je vous préviens, monsieur Squibb, hein, s'il m'engueule, je me laisserai pas faire. Oui, d'accord. Ouais. Allez, viens avec moi. Attention, il y a une marche. Il y en a même plusieurs. Ah oui. Alors, je disais, le client qui est venu, il voulait absolument lui parler d'une autre affaire. Ah oui? Ah oui? Attends. Où doit? On n'entend rien? Non. Ben, il est déjà parti? Ah ben, il n'est pas resté longtemps. Frappe. Il n'y a personne. Le patron est peut-être sorti avec lui. Oh bah, entre, on verra bien. Oh, monsieur Squibb. Regardez. Qu'est-ce qu'il est tombé par terre? Patron! Oh! Regarde. Il y a du sang sur son col et sa cravate. Oh! Ça coule partout. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a un couteau planté dans la gorge. Mais il est mort? Oui. Mais c'est pas possible. Non, attendez. Non, ne touchez à rien surtout. C'est sûrement pas un suicide. Vous croyez? Bah dis, quand on se suicide, on se flanque une balle dans la peau. Ah bah, il y en a qui se tranchent la gorge avec un rasoir. Oui, mais un couteau planté droit comme ça, juste au milieu, dis, ça m'étonnerait. Ouais. Oh, monsieur Squibb. Quoi donc? Le Stradivarius. Eh ben quoi, le Stradivarius? Mais il n'est plus dans la vitrine. Oh! Mais il faut appeler la police. Ah oui. Tenez, il y a un policeman en faction au coin de la rue, il n'y a qu'à aller le chercher. T'as raison. Là. Attends, j'y vais. Policeman! Oui? Venez vite, il y a quelqu'un qui a été assassiné. Et où ça? Dans cette maison, là. Venez. Vous avez mis la main sur l'assassin? Nous, on est arrivé trop tard. Bon, bah maintenant, c'est à vous de jouer. Tenez, c'est ici. Oh, le pauvre diable. Je vais téléphoner au bureau central. Ils enverront des inspecteurs. Allô? Mademoiselle, donnez-moi le 142-97. Allô? Allô, le 142-97? Ici le policeman 2074. Il y a eu un assassinat au 23 de la 14e rue. Il faudrait envoyer quelqu'un tout de suite. Ah oui, il a l'air bien mort.
bien joli ce que tu joues là, mon Nick. Tu m'aimes. Ça ne s'entend pas. Oh, zut, on peut donc pas nous laisser tranquilles. Allô? Allô, Nick Carter? Oui? C'est McCluskey, je ne vous dérange pas? Ah, j'étais en plein rêve d'amour avec Ida et List. Oh, excusez-moi de vous réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Une affaire pour vous. On vient d'assassiner Aldo Gozzi, vous savez, le luthier de la 14e rue. Oui. Je n'ai plus un seul inspecteur sous la main, vous ne voudriez pas aller faire un petit tour par là? Voyons, un luthier, vous musicien dans l'âme, ça devrait vous passionner. Oui, ça va, j'y vais tout de suite. Vous trouverez sur place le policeman qui nous a téléphoné. Si vous avez besoin de renfort, il fera le nécessaire. Parfait. Comptez sur moi, je vous tiens au courant. Hein. Merci, Nick. Et toutes mes excuses à Ida et à Litz. De rien, je transmettrai. Une nouvelle affaire? Oui? C'était McCluskey. Eh oui. Tu pouvais pas l'envoyer promener. On n'envoie pas promener le chef de la police de l'État de New York, mon chéri. Mais écoute, il a 800 policiers sous ses ordres, ça lui suffit pas. Ils sont tous occupés. Je pouvais pas refuser à Mac de lui donner un petit coup de main. Moi qui m'étais arrangé pour qu'on passe toute l'après-midi ensemble. Ouais. C'est pas de veine. Oh, mon chéri, on va pas se quitter. Tu vas laisser tomber Mac? Non, je t'emmène. Où ça? Tu viens avec moi faire l'enquête? Oh, écoute, je suis pas flic. Non, mais t'es journaliste. Oui. Tu ramèneras un papier dont les lecteurs du New York Herald se lécheront les babines. À condition qu'ils aient un cadavre à se mettre sous la dent. Y en a un, j'espère. Oui, et un gros. Aldo Gozzi. Le luthier? Lui-même. Alors ça m'intéresse, viens, filons. Allons-y. Un quart d'heure plus tard, Nick et Ida entraient dans le bureau où gisait le luthier dans une flaque de sang. Squib et John répondirent de leur mieux aux questions que leur posa Nick Carter. Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie, messieurs, de vos dépositions. Vous m'avez bien dit tout ce que vous saviez? Oui, monsieur. Oui, bon, vous ne voyez rien d'autre à ajouter. Non, je crois pas. Parfait. Les indications que vous m'avez données me semblent intéressantes. J'y reviendrai au fur et à mesure des interrogatoires. John, Oui, monsieur. pensez-vous que réellement, à la suite de ce retard, votre patron vous aurait mis à la porte? Vous savez, comme tout bon Italien, il était un peu vif et coléreux. Enfin, il se grisait de ses propres paroles. Peut-être qu'au fond, il n'était pas mauvais, mais il cachait bien son jeu. Donc croyez-moi, il fallait une sacrée patience pour travailler avec lui. Voilà, monsieur Carter, le nécessaire est fait. Merci, Smith. 2 de mes confrères sont allés chercher les 3 personnes indiquées par ces messieurs, pourvu qu'on mette la main dessus. Il faudra bien. Parce qu'enfin, ces 3 personnes ont rendu visite à Aldo Gozzi entre le moment où vous, monsieur Squibb, vous lui avez parlé pour la dernière fois. À 2h30, quand il a constaté le retard de John. Oui, et le moment où vous avez tous deux découvert son cadavre, c'est-à-dire... À 4h05. Oui. Et d'après ce que vous nous avez dit, il paraît que chacun de ces visiteurs avait un certain intérêt à la disparition de la victime. Ça, vous savez, nous, on n'affirme rien. Non, ce ne sont que des suppositions. Ah, oui, mais basé sur des faits exacts. Ça, oui. En tout cas, nous avons déjà trouvé une lettre qui nous prévient sérieusement contre l'un d'eux. En attendant, j'aimerais préciser quelques points. Voyons, dans cette maison, le personnel comprend combien d'employés? 3. Un comptable qui vient le matin, et puis John et moi qui sommes chargés de la vente et des réparations. Vous n'êtes pas plus nombreux? Vous savez, on ne vend pas un violon toutes les 5 minutes. Hein. C'est vrai. Et avec le patron, on suffisait largement. Bien. Maintenant, précisons la topographie des lieux. Le magasin occupe tout le premier étage sur la rue. Par contre, le bureau du patron, la pièce où nous sommes actuellement, se trouve au rez-de-chaussée sur la cour et il communique avec le magasin du premier par un petit escalier intérieur. Voyons, là, il y a une fenêtre garnie de barreaux qui donne sur la cour. Je vois qu'on peut entrer, là, et sortir par cette porte qui donne sur le hall, au pied du grand escalier. Oui, en somme, l'assassin a pu pénétrer dans ce bureau par cette porte, sans que vous 2, messieurs qui vous teniez là-haut dans le magasin, ayez pu vous en rendre compte. Non. Les étrangers n'entraient jamais directement dans ce bureau. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas de plaque sur la porte. Oui, c'est vrai. Il y en a que sur celle du premier. Les visiteurs montent et quand ils veulent... je devrais dire quand ils voulaient, puisque quand ils voulaient causer avec le patron, nous les annoncions par le cornet acoustique. Alors ils descendaient par le petit escalier intérieur. Et quand l'entretien était terminé? Et le patron les faisait sortir par cette porte, là, vous voyez, directement sur le hall du rez-de-chaussée. Oui. Mais pourquoi avait-il son bureau ici? Il y avait largement de la place là, au premier. Pensez-vous, voyons, mais rien que pour entreposer les violoncelles et les contrebasses, vous vous rendez pas compte? Vous vous rendez pas compte de l'espace qu'il faut? Oui, c'est vrai.
Il y a 4 ans, ces 2 pièces du rez-de-chaussée sur cour ont été allouées. Et le patron les a prises pour s'arranger un petit domaine à lui. Alors il a fait construire l'escalier intérieur et il s'est trouvé ici, bien tranquille, pour faire ses expertises, écrire ses livres. Ces livres, il écrivait? Oui. Oui. Ah oui, il est l'auteur d'une série de volumes sur les instruments à cordes de l'Antiquité à nos jours. Oui, et puis il s'intéressait aux pièces de collection qu'il enfermait dans ses vitrines. Tenez, cette place vide, Oui. vous voyez, c'est là où se trouvait le Stradivarius qui a été volé. Mais dites-moi, vous êtes sûr qu'il était encore dans la vitrine après le déjeuner? Ah ça, il y était encore à 2h30 quand je suis descendu faire signer un bon de commande au patron. Et la vitre n'était pas coupée. Ah, Ça non. alors d'après vous, qui a pu commettre ce vol? Ça ne peut être qu'un des 3 visiteurs qui ont été reçus dans ce bureau entre 2h30 et 4h. À moins que quelqu'un ne se soit introduit en forçant cette porte, dans les intervalles entre ces 3 visites. Oh, c'est peu probable, la loge du portier est juste en face. C'est pour un étranger, forcer une porte dans ces conditions, vous voyez le risque. Oui, c'est vrai. Policeman, vous voulez voir? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est Madame Gozzi, l'épouse de la victime. Ah, on pourrait peut-être la recevoir ailleurs qu'ici, à cause du cadavre, non? Oh, elle l'a déjà vu tout à l'heure. Comme elle habite l'appartement du second pendant qu'on vous attendait, je suis allé la chercher. Eh bien, quand elle a vu son mari, elle n'a pas versé une larme. Bon, ça, quand on sait comment allait le ménage, ça ne devrait pas vous étonner. Hein. Bon, eh bien, faites l'entrée. Bien. Madame? Messieurs, Je crains, madame, que la vue du corps de votre mari ne vous soit bien pénible. Pourtant, j'aurais voulu vous demander d'y jeter un dernier coup d'œil. pour... Peut-être y découvrirez-vous un indice susceptible de nous aider dans la recherche du coupable. Ça m'étonnerait, Nous pouvons enlever la couverture dont nous l'avons enveloppé? si vous voulez. Voilà. Il n'a pas trop souffert, n'est-ce pas, monsieur? Oh, certainement non. Il a été tué avec ce coupe-papier en acier, très effilé. D'un seul coup, la carotide a été sectionnée, la mort a dû être instantanée. Tiens, je ne vois pas son pince-nez. Il portait un pince-nez? Oui. Sitôt qu'il arrivait ici, il le mettait pour lire, écrire et procéder à ses expertises. Sans lui, il ne pouvait rien faire. Ah, mais quand nous sommes entrés dans le bureau, il ne l'avait plus. Et on ne l'a retrouvé nulle part. C'est curieux. Oh, regardez, monsieur Carter. Quoi donc? Ce petit bout de verre qui brille là, près de la cheminée. Ça m'a tout l'air d'un morceau de verre de binocle. Ah, en effet, oui. Comment était celui de votre mari, madame? Le modèle classique, en or, avec 2 petits ressorts serrant le nez à la hauteur des yeux. Sans monture autour des verres. Oui. Comme celui que porte John. Oui, c'est ça, à peu près, oui. Seulement à vous, John, vous êtes myope, et au moins vous pouvez lire sans pince-nez les lignes les plus minuscules. Tandis que mon pauvre mari, même avec le sien, il lui fallait souvent, en plus, l'aide d'une grosse loupe. Celle-ci? Oui. Voyez-vous, pour moi, dans la bagarre, l'assassin a cassé le pince-nez de sa victime et il l'a emporté après avoir ramassé les morceaux de verre. Votre mari en avait-il un de rechange? Oui, dans sa chambre, au second. Ah, je vous serais reconnaissante de me le montrer tout à l'heure. Remarquez-vous autre chose d'anormal? Ma foi, non. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce carton? Suzy, 5e avenue? Policeman, veuillez ouvrir ce carton. Tout de suite, monsieur Carter. Oh, ce n'est pas la peine. Je me doute de ce qu'il y a dedans. Oh, monsieur Carter, c'est de la lingerie en soie rose, avec de la dentelle noire. Messieurs, veuillez nous laisser seuls, je vous prie. Oui, monsieur. Pourquoi riez-vous ainsi, madame? Ah, c'est encore une façon de pleurer. Pardon? Ben voyons, monsieur, voyons. Ai-je l'air d'une grue? Pensez-vous que ce soit pour sa femme légitime qu'un homme de 53 ans achète ses lingeries de cocotte chez Suzy? Dois-je comprendre que M. Gozzi était infidèle? Je vous en prie, ne faites pas l'étonner. Les employés de mon mari vous ont sûrement renseigné à ce sujet. Oui, ils m'ont même dit qu'au début de l'après-midi, un peu après 2h30, vous étiez descendu de votre appartement et que vous aviez fait irruption dans le magasin. Irruption? Vous cherchiez votre mari. Et vous étiez visiblement en proie à la plus grande agitation. Moi? Jamais de la vie. Ne le trouvant pas dans le magasin, vous êtes descendu par l'escalier intérieur jusqu'à son bureau. Et là, vous lui avez fait une scène. Mais c'est faux. Ah non, non. Je vous le jure. Monsieur Squib, Oui. voulez-vous revenir une seconde, je vous prie? Monsieur Carter.
Monsieur Squibb, vous m'avez bien dit avoir perçu les éclats d'une vive discussion entre Madame Godsey et son mari. Oui, monsieur Carter. Et quelle phrase particulièrement significative avez-vous entendue? Oh, monsieur Squibb, il est trop tard pour reculer. Je vous prie de répéter exactement ce que vous m'avez dit. Eh bien, j'ai entendu Madame Godsey crier à son mari « Je te tuerai !» Vous écoutez aux portes, monsieur Squibb? Je pensais à ce moment-là, on peut fermer les yeux, mais pas les oreilles. Cette phrase, madame, l'avez-vous dite, oui ou non? Eh bien oui, je l'ai dite. Et je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir mis ma menace à exécution. Qu'est-ce qui a déclenché en vous une telle colère? Je venais de recevoir une visite au cours de laquelle on m'avait apporté des précisions qui ne me laissaient plus guère d'espoir. Ah. On m'a dit, votre mari veut vous quitter et épouser sa maîtresse. Faites quelque chose tout de suite, sinon il sera trop tard. Et la personne qui vous a renseigné est un certain Bob Tilden, n'est-ce pas? Oui. Vous le connaissez? Monsieur Squibb m'en a parlé, c'est le fils du patron d'une brasserie de la 16e rue. Oui. Et dans cette brasserie, il y a une caissière, une certaine Pamela. Oui. C'est elle, la maîtresse de mon mari. Donc, après ce que vous a dit Bob Tilden, vous êtes descendu supplier Monsieur Godsey de renoncer à cette femme. Oui, depuis 6 mois, il dépensait pour elle des sommes incroyables. Il était complètement désaxé. Enfin, le démon de midi, vous savez ce que c'est? Ah non, pas encore. Alors, à mon âge, comment vouliez-vous que je rivalise avec cette créature? Et que vous a répondu votre mari? Qu'il avait décidé de divorcer et de l'épouser. C'est alors que vous avez perdu le contrôle de vos actes. Et saisissant le premier objet sur le bureau, vous l'avez frappé. Non, je suis parti. Ah, je voudrais vous croire. Mais faites la preuve de ma culpabilité. Je vous en défie bien. C'est ce que nous verrons. En attendant, je vais vous demander de rester à ma disposition dans la pièce voisine. Comme vous voudrez. Monsieur Squibb, veuillez également passer à côté. Et vous, policeman, allez voir si on a pu ramener les 2 autres personnes. Hein? Bien, monsieur Carter. C'est Madame Godsey qui a tué son mari, n'est-ce pas? Il me semble que vous ne la portez pas dans votre cœur. Oh, elle m'est devenue indifférente. Dites-moi, Oui. a-t-elle les clés de cette porte? Dans l'appartement du second, il y a un double de toutes les clés, monsieur. Je vous remercie. Monsieur Carter, Bob Tilden est là. Quant au baron de Sherdine, il n'était pas encore entré chez lui. Eh bien, nous nous rendrons à son domicile. Bon, eh bien, tenez, policeman, voudriez-vous remettre cette couverture sur le cadavre? Tout de suite. Et faites entrer Bob. Hein. Monsieur Tilden, si vous voulez entrer. Messieurs, Ah. Quel âge avez-vous? 18 ans. Vous faites vos études? J'essaie. Vous vous appelez Robert Tilden et dans le quartier, on vous appelle Bob. Oui. Vous êtes bienvenu vers 3 heures voir M. Godsey ici, dans ce bureau. Oui. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Il ne vous l'a pas dit? Ah non, entre-temps, il a été assassiné. Lui? Oui, son corps est là, sous cette couverture. Pourquoi tremblez-vous comme ça? Oh, si je m'attendais à une chose pareille. Oh, vous êtes sûr que vous ne vous y attendiez pas? Non, pourquoi? Quand vous êtes entré dans son bureau à 3 heures, il était en bonne santé? En bonne santé. Oui, enfin, je veux dire, il était pas déjà mort. Oh, non. Quel était le but de votre visite? Je voulais lui acheter un violon. Ah, vous êtes musicien? Non. Enfin, je m'y serais mis. C'est bien, ça. Dites-moi, nous avons trouvé cette lettre dans le sous-main de la victime. C'est bien vous qui l'avez écrite? Jamais de la vie. Ah bah pourtant, elle est signée Bob. Qui a écrit cette lettre? C'est pas moi. Monsieur. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi. Bon, allons, voyons. Tu réponds comme un gosse qui a volé du chocolat. T'es un homme, oui ou non? T'as eu le courage d'écrire, alors et le courage d'avouer. C'est pas moi. Bon, tu veux que je te fasse écrire 2 ou 3 phrases sous ma dictée? On comparera les 2 écritures, hein? Allez, prends cette plume et écris. Bon, ça va. C'est pas la peine. Bon. C'est donc bien toi qui as écrit à la victime cette lettre d'injure qui se termine par « Renoncez à Pamela ou je vous transforme en passoire ». Mais je voulais lui faire peur. Parce qu'il n'avait qu'une idée, me faucher Pamela. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer une femme, vous. Non, je crois que si. Non, mais je vous parle d'aimer au point de ne plus pouvoir en respirer. Ah oui, peut-être pas à ce point-là. Si vous croyez que c'était supportable de voir ce gros poussin lui faire des cadeaux comme à une reine. Oh, remarquez, je ne lui en veux pas à elle. Je comprends que ça lui ait tourné la tête. D'autant plus qu'il lui proposait le mariage. Et elle meurt de l'envie de se marier, alors... Mais il la voulait pour lui tout seul, naturellement. Alors Pamela m'a dit... Il vaut mieux que tu ne viennes plus dans ma chambre. Ce que ça a dû lui coûter de me dire ça. Oh, bah t'inquiète pas, elle avait bien l'intention de se faire rembourser. Oui, vous blaguez, mais elle n'aime que moi, et ça j'en suis sûr. Bon, voyons. Alors, tu es allé voir Madame Godsey? Oui. Et quand je l'ai mise au courant de tout, ça n'a pas traîné.
Elle est descendue voir son mari. Moi, je l'ai attendue dans la rue, et quand elle est sortie, j'ai tout de suite lu sur sa figure que ça allait mal. Elle m'a dit que ce salaud voulait divorcer pour épouser Pamela. Alors je n'ai fait qu'un bond au premier étage et j'ai demandé à parler à M. Gozzi. On m'a fait descendre dans son bureau et je l'ai supplié de renoncer à son projet. Il a ricané. Ce qui t'a exaspéré. Mettez-vous à ma place. Alors je l'ai traité de tous les noms, et c'est à ce moment-là qu'il m'a giflé. Tu as bondi sur lui. Mais comment? Et tu l'as frappé à la gorge avec ce qui t'est tombé sous la main. Oh non! Pourquoi vous ne pensez tout de même pas que c'est moi qui l'ai tué? Alors selon toi, comment tout ça s'est-il terminé? Il était le plus fort. Il m'a flanqué une raclée, il m'a jeté dehors. Mais pourtant, tu avais l'intention de le tuer. Moi, mais jamais de la vie. Tu le lui as écrit. Il faut bien écrire quelque chose. Nous avons trouvé un cadavre. Et cette lettre est la preuve formelle qu'il y a eu chez toi une préméditation d'assassinat. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Il faudra le prouver. Oh, attention, c'est votre travail, ça, hein, c'est pas le mien. Oui, c'est pourquoi en attendant, tu vas rester à ma disposition, là, dans le petit salon à côté, hein. Mais je veux m'en aller, moi. Je veux retourner chez mes parents. Bon, alors ça, mon petit, c'est une autre histoire, hein. Mais t'inquiète pas, pour eux, on les mettra au courant. Ah non, non, je vous en supplie, ne faites pas ça, ils ne savent rien. Allez, housse! Monsieur Carter. Oui. Le baron de Cherdine, vous savez, le client qui est venu un peu avant 4 heures voir le patron. Oui, bien. Il est là? Comment, il est venu de lui-même? Oui. Dans quel but? On dit que les assassins reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Oui. Avec son air fouineur, on dirait qu'il vient aux nouvelles. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'il tombait bien, enfin, que justement quelqu'un voulait lui parler. Eh bien, faites-le entrer. Oui. Monsieur le baron. Bonjour, monsieur. Je suis le baron de Cherdine. C'est monsieur Gozzi que je voudrais voir. Mais, ne l'avez-vous pas déjà vu un peu avant 4 heures? Oui. Qu'est-ce que vous lui voulez encore? Mais monsieur, qui êtes-vous? Police? Police? Que se passe-t-il donc? Monsieur Gozzi a été assassiné cet après-midi. Par Saint-Pierre et Saint-Paul, je n'en crois pas mes oreilles. Quand vous l'avez vu pour la dernière fois, comment l'avez-vous trouvé? Je ne comprends pas votre question. Était-il mort ou vivant? Vivant? De quoi avez-vous parlé? De choses et d'autres. Assassiné, oh, je n'en reviens pas. C'est bien vous qui lui avez vendu un Stradivarius le mois dernier. Oui, je suis collectionneur et comme j'ai réalisé ces temps-ci des opérations de bourse désastreuses, j'étais obligé de faire de l'argent en vendant à Gozzi la plus belle pièce de ma collection. Oui. Combien vous l'a-t-il payé? 10 000 $, ça valait 3 fois plus. Savez-vous que ce Stradivarius a été volé cet après-midi? Mais je n'apprends que des catastrophes. Oh, qui a fait le coup? C'est ce que nous cherchons à savoir. Oh, une pièce aussi merveilleuse, messieurs, vernie dont la formule est perdue à jamais. Ne nous égarons pas. Dites-moi pourquoi vous êtes revenu ici. Moi, j'avais oublié de dire quelque chose à monsieur Gozzi. Quoi exactement? Mais ça ne vous regarde pas. Ah, vous ne devez rien cacher à la police. Allons, dites vite. J'ai un ami qui est vendeur d'un très beau violon. J'aurais voulu le proposer à Gozzi. Comment s'appelle cet ami? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Le nom de cet ami, vite. Monsieur Webster. Il a le téléphone? Pourquoi me demandez-vous ça? Il a le téléphone? Ah oui. Son numéro? Je ne le sais pas par cœur. Où habite-t-il? 6e avenue. Quel numéro? Je ne me rappelle plus. Ça ne fait rien. Webster, 6e avenue. On va trouver ça dans l'annuaire et on va l'appeler. Pourquoi faire? Ah, pour savoir si vous êtes bien revenu ici dans le but que vous m'indiquez. Par le tsar, je ne supporterai pas qu'on mette ma parole en doute. John, y a-t-il des annuaires du téléphone ici? Oui, monsieur Carter, dans le placard. Bon, voudriez-vous me passer celui où il y a les W, s'il vous plaît? Bien. Baron, ce monsieur Webster est actuellement à New York, je suppose. Non, je crois qu'il est à la campagne. Ah, eh bien, nous allons être fixés dans un instant. Tenez, voici l'annuaire. Merci. Ah bon, non, vous me donnez celui des rues, voyons. Oh, pardon, attendez. Tenez, voici l'autre. Mais non, John, celui-ci, c'est de A à L. Je vous ai dit Webster, avec un W. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je fais. Ah, c'est pourtant pas difficile de lire sur une couverture. Voyons. Webster, 6e avenue, voilà. Ah, 812 84. Allô? Allô, mademoiselle, voudriez-vous me donner le 812 84, je vous prie? Oh, elle n'est sûrement pas là. Bon, on verra bien. Allô? Allô, j'écoute. Monsieur Webster, s'il vous plaît. C'est moi? Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je suis luthier dans la 6e avenue, et votre ami, le baron de Cherdine... Le baron de Cherdine n'est pas mon ami. Ah? Il est pour moi une relation des plus vagues. Mais il vient de me dire que vous aviez un violon à vendre, une pièce de collection. Moi? Première nouvelle. Je n'ai jamais eu de violon chez moi. Ah bon? Excusez-moi. D'ailleurs, je déteste la musique. Oui, je vois que le renseignement que m'avait donné le baron était légèrement inexact. Ça ne m'étonne pas de lui, c'est un vieux fou. Voyons, baron.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce Webster n'a jamais eu le moindre violon à vendre. Ah, je n'y comprends rien. Là. Moi, je commence à comprendre. D'autant plus... Vous permettez? Quoi donc? Je vois sur l'épaisseur de vos semelles des taches dont j'aimerais connaître la nature exacte. Permettez que je frotte avec mon mouchoir. Mais monsieur, je... Voilà qui est fait. Ah, du sang. Voulez-vous soulever le pied, monsieur, que je vois le dessous de votre semelle? Mais je vous Allons interdis vite de... Baron, vous avez marché dans le sang de monsieur Godsey. Mais je... Alors, l'analyse qui sera faite au laboratoire le prouvera, j'en fais le pari à 1000 contre 1. C'est vous qui avez tué Godsey pour récupérer le Stradivarius dont l'absence réduisait gravement la valeur de votre collection. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas tué. Vous direz ça au juge. Oh, et même en supposant que ce soit moi qui ai repris le Stradivarius, je vous jure que ce n'est pas moi qui ai tué. Je vous conseille d'avouer la vérité et vite. Ah, je vais tout vous dire. Quand je suis entré dans ce bureau un peu avant 4 heures, j'ai trouvé Godsey étendu sur le tapis. Je me suis approché de lui pour l'examiner et là, j'ai dû marcher dans le sang. J'ai voulu tout de suite appeler au secours, ça je le jure. Mais mes yeux sont tombés sur mon Stradivarius, là, dans la vitrine. Alors, j'ai eu un moment de folie. J'ai découpé la vitre avec le diamant de ma chevalière et j'ai repris mon violon. Là, je l'ai enveloppé d'un journal, je suis parti. Comme un voleur. Ah, n'ayons pas peur des mots. Et qu'avez-vous fait de ce violon? Je l'ai enfermé dans une valise que je suis allé acheter près de la gare centrale et j'ai mis la valise à la consigne. Voici le bulletin. Ainsi, vous avez tué Godsey pour le voler. Je l'ai volé parce qu'un autre l'avait tué. Oui. Policeman. Oui. Toutes les personnes ici présentes vont attendre sous votre garde dans le petit salon voisin. Bien, monsieur Carter. Allez, venez, tous par ici. Alors, Ida, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense qu'avec les raisons que tous ces gens-là avaient de l'assassiner, d'une façon ou de l'autre, le pauvre homme ne pouvait pas en réchapper. Oui, j'en suis pas tellement sûr. En tout cas, il y a une chose dont je suis à peu près certaine, moi. C'est que le petit Bob a trouvé Godsey bien vivant et que c'est lui qui l'a tué. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon, à 18 ans, on est pourri d'orgueil. Et si c'était vrai, ce gamin n'aurait pas avoué devant des grandes personnes avoir été roué de coups et jeté dehors. Oh, tu sais, ce mensonge a dû lui coûter terriblement. Pour moi, il ne l'a inventé que pour sauver sa peau. Ce qui expliquerait pourquoi Tcherdine a trouvé un cadavre. Par contre, si le gamin n'a pas tué, c'est forcément le baron, l'assassin. Ah, ou Madame Godsey. Oh, alors là, impossible. Si Bob avait trouvé un cadavre, il aurait tout de suite appelé, voyons. Mais qui te dit que Madame Godsey n'est pas revenue tuer son mari après le départ de Bob? Elle n'oublie pas qu'elle avait les clés à sa disposition. Mm-hmm. Alors, à ton avis, qui a tué? C'est peut-être le vieux Squib, qui est resté tout seul au magasin jusqu'à 4 heures. T'as pas vu que lui aussi avait du sang de la victime sur ses chaussures? Et visiblement, il détestait son patron. Squib, écoute, allons donc, il a l'air d'un si brave homme. Un principe, chérie, ne jamais se fier aux apparences. Avec ses favoris gris, Squib a l'air d'un bon grand-père. John, avec son pince-nez qui lui fait les yeux plus gros que nature, a une bonne gueule de séminariste. Et Madame Godsey, tiens, c'est sûrement une bourgeoise pleine de vertu. Mais d'un seul coup, l'amoureuse bafouée a pu faire d'elle une criminelle. Bob, probablement un gosse pas plus mauvais qu'un autre. Mais Dieu sait où peut mener un premier amour déçu. Quant au baron, vieux gentilhomme slave, pourri de tradition, sa manie de collectionneur va peut-être l'envoyer à la chaise électrique pour l'amour d'un violon. Mais toi, tu as sûrement une opinion. Bien que j'ai remarqué que tu avais formellement accusé chaque suspect d'être l'assassin. Oui, c'est un truc. Quand l'accusateur a l'air d'être très sûr de soi, il y a des coupables qui avouent tout de suite. Ah, bah là, ils ont tous nié. Ouais. Enfin, écoute, tu ne me feras pas croire que ces interrogatoires ne t'ont pas mené à une conclusion. Bien sûr que si. Tu sais qui a tué? Bah, naturellement. Et tu as une preuve? Oui. Oh, dis vite. Pendant ce petit dialogue, dans le salon voisin, les langues ne chômaient pas. Et où est passée la patronne? Elle a parlé avec un des deux policemen et ils sont partis ensemble. Je me demande où, par exemple. Ah, ça, est-ce qu'on va nous faire attendre longtemps ici? J'en sais rien. Que voulez-vous? La police ne respecte plus rien ni personne. Savez-vous que cet inspecteur m'a traité de voleur? Oui. Réflexion faite, je n'accepte pas le terme et je m'inscris en faux contre une telle assertion.
Oui, il va falloir que je lui explique à ce policier, car je crains qu'il n'ait pas examiné mon cas exactement sous l'angle qui convient. Je ne crains pas de le dire, si en cette affaire, il y a eu un voleur, ce n'est pas moi, c'est Godzi. Vraiment? Oui, réfléchissez. Elle savait que j'avais besoin d'argent. Vous n'ignorez pas combien de fois j'ai dû revenir essayer de lui vendre mon Stradivarius. Le vieux renard mourait d'envie de l'acheter, mais il me faisait tirer la langue. Finalement, pour un violon signé qui valait au moins 30 000 $, il a eu le front de m'offrir une misère. C'était à prendre ou à laisser. J'ai pris. C'est le cas de le dire. J'ai touché 10 000 $. Soit, mais quand j'ai remis la main sur mon violon, à la vérité, je n'ai fait que récupérer ce qui était encore à moi. Ma collection est 100 fois plus belle que la sienne et ce Stradivarius y avait sa place en toute logique. On a beau faire, la logique finit toujours par triompher. Oui, lui, vivant, il n'aurait peut-être pas été de cet avis. Ah, j'en ai discuté avec lui et naturellement, il n'était pas d'accord. Remarquez, je lui ai proposé de le rembourser à temps par mois, mais oui, ce vieux bandit, ah. Le jour où il m'a proposé 10 000 $, je crois que je l'aurais tué. Oh, Quoi? taisez-vous. Si on vous entendait, on vous accuserait de préméditation. Vous ne trouvez pas que des gens comme ce Godzi ne méritent pas de vivre? Un geste et hop, expédié. On est bien débarrassé, la voie est libre pour faire triompher la logique. Dans la vie, il y a tout de même de bons moments, n'est-ce pas? Quels que soient les actes accomplis, il ne faut jamais rien regretter, jamais. Oh, pourquoi pleurez-vous, mon petit? Moi? De joie. Ah, mais qu'est-ce qui vous fait tant de plaisir? C'est que ce vieux saligo n'y touchera plus. Jamais. Ah, je ne suis pas au courant. De qui parlez-vous? Ils pourront faire de moi ce qu'ils voudront, ça m'est égal. Mais l'important, c'est qu'il n'y touche plus. Jamais. Vous ne trouvez pas qu'il était immonde, ce type? Ah, si c'est de Godzi que vous parlez, je suis bien de votre avis. Heureusement que nous y avons mis le haut là. Tiens, voilà sa femme qui revient avec le policeman. Madame, je vous présente mes respectueux hommages. En quoi puis-je vous être utile? Oh, rien, monsieur, merci. Madame Godzi, Quoi? il ne faut pas m'en vouloir. Rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure à la police. Vous m'inspirez le plus profond mépris. Enfin, à des enquêteurs, on ne peut pas cacher la vérité. Voyons, Et si moi je leur avais dit ce que je sais sur vous? je ne comprends pas. Vous avez la mémoire courte, Squib. Le jour où mon mari vous a surpris en train de me tenir des propos indécents, il vous a menacé de vous mettre à la porte. Cette caisse que vous avez laissée tomber dans ses jambes pendant qu'il descendait l'escalier, hein? Je savais très bien que je vous ai vu. À cette minute-là, j'ai compris qu'un moment d'égarement pouvait faire un criminel de n'importe qui. Mais je ne suis pas n'importe qui. Et vous auriez été tellement plus heureuse avec moi. Vous êtes grotesque. Enfin, vous ne pensez tout de même pas que c'est moi qui l'ai tué? Cet après-midi, jusqu'à 4 heures, Jeanne était absent. Vous étiez seul avec mon mari. Tuer le mari. Quelle plus belle preuve d'amour donnée à une femme. Taisez-vous tous. Voilà M. Carter. Excusez-moi, madame, et vous aussi, messieurs, de vous avoir fait attendre. Mais la minute de vérité a sonné. Je vais procéder maintenant à l'arrestation de la personne qui a assassiné Aldo Godzi. Je pense qu'elle ne fera aucune difficulté pour me suivre. N'est-ce pas, monsieur John? Moi? Oui, vous. C'est vous qui avez tué votre patron. Mais c'est faux. Enfin, qu'est-ce qui vous amène à dire une chose aussi monstrueuse? D'abord, le fait qu'une fois dans son bureau, la victime portait toujours un pince-nez. Or, ce pince-nez a disparu. C'est alors que je me suis posé une question. Qui avait intérêt à le faire disparaître? Ou plutôt, qui en a eu besoin? Deuxième indice, j'ai constaté que malgré les verres qu'il portait, John ne voyait absolument rien. Ah, mais oui. En arrivant à 4 heures, il a buté dans une chaise et il a raté une marche. Oui, et moi, quand je lui ai demandé l'annuaire du téléphone, lettre W, il m'a d'abord donné l'annuaire des rues. Qu'il se trompe une fois, je l'admets. Mais qu'il me passe ensuite l'annuaire de A à L, cela prouve nettement qu'il ne lisait pas les initiales imprimées sur la couverture. Et s'il ne les lisait pas, c'est tout simplement parce qu'il en était dans l'incapacité physique, plus exactement optique. C'est alors que je jette un coup d'œil sur les verres qu'il porte. Et deux choses me frappent. Non seulement son pince-nez est du même modèle que celui de son patron, mais en plus,
Je constate que bien qu'il soit myope, ses yeux à travers les verres sont démesurément grossis, alors qu'ils devraient être rapetissés. Chacun sait que les verres de myope rapetissent et que les verres de presbyte grossissent. Or, la victime est presbyte. John portait donc le pince-nez de son patron. Formidable! Que s'est-il donc passé? Je vais vous le dire. Il est environ 4h10. Bob vient de quitter le bureau et John entre dans l'immeuble. Sa première idée est d'aller s'excuser de son retard auprès du patron. Il frappe au rez-de-chaussée en criant son nom. Godsey lui ouvre. Une discussion éclate, elle s'envenime et dégénère en bagarre. John saisit le coupe-papier et frappe. Son patron s'écroule. Mais voilà que l'assassin s'aperçoit qu'il a cassé son pince-nez. Les verres sont en morceaux. Il faut pourtant qu'il aille reprendre son travail sans que personne ne se doute de rien. Or, tout le monde sait qu'il porte un pince-nez. Il lui en faut donc absolument un autre pour sauver la face. Enfin, si j'ose m'exprimer ainsi. Heureusement, le modèle porté par la victime est identique au sien. Alors, il prend le pince-nez de son patron et il le met sur son nez. Après avoir ramassé les morceaux de verre, bien entendu. Mais il en oublie un, petit, celui que Smith a trouvé. À partir de ce moment-là, l'assassin ne verra plus clair. À tâtons, il sort du bureau par la porte du rez-de-chaussée. Il monte au magasin par le grand escalier, tandis que le baron, lui, descend au bureau de la victime par l'escalier intérieur, se trouve devant le cadavre, récupère son Stradivarius et disparaît. Et quand, peu après, John et M. Squibb descendent à leur tour, ils découvrent le crime, puis le vol. L'assassin joue admirablement la surprise. Et on appelle la police. Que pensez-vous de mes déductions, John? Intégralement conforme à la vérité. Dans cette affaire, vous voyez plus clair que moi. Policeman, fouillez-le. Je parie que vous allez trouver dans une poche son binocle cassé. Ah, vous avez raison, monsieur Carter, le voilà. Ah, Et voici le pince-nez de rechange de mon mari. merci, madame. Inutile de porter plus longtemps celui de votre victime, John. Donnez-le-moi. Tenez. Merci. Comme tout le monde peut le constater, les deux ont des verres rigoureusement identiques. Allons, John. Tendez-moi vos poignets. Jamais! Attention! Non, je vais le rattraper. Non, moi je cours plus vite que vous. Ouais, bah ça, c'est passé. Tenez, le voilà là-bas qui se défile. Arrêtez-le! Non, mais il n'ira pas loin, il n'y voit pas clair. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il vous a entendu. Il va traverser. Non, mais il traverse, bon Dieu! Une voiture de brasseur, il la voit pas, il va se faire écraser. Les chevaux l'ont renversé. Ils le piétinent. Police! Police, laissez-moi passer, mais laissez-moi passer, voyons. Il a la tête écrabouillée. Nick! Oh, je te cherchais partout. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a reçu un coup de sabot sur le crâne. Le pauvre garçon. Il est mort? Son cœur ne bat plus, c'est fini. Justice est faite.